Bonjour à tous, Benoît Artus, je suis le président de la ferme bio de Torigny-l'Anjou. Je suis éleveur à la base et ça fait une bonne dizaine d'années que je participe au sein de la ferme bio à l'ensemble des travaux de recherche qui sont pratiqués. Et on a la joie d'être là au sommet pour un cycle de 9 conférences. Donc, le programme est affiché, donc on commence un peu aujourd'hui ce cycle-là avec nos équipes, présentées par Julien et puis Pierre Bruno, Julien Fortin et Pierre Bruno, désolé. Et donc, de pouvoir à la fois exprimer la rigueur et le sérieux de nos travaux sur la conduite en vache allaitante en agriculture biologique dans un contexte où les contraintes naturelles sont fortes et avec un potentiel plutôt faible. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci Benoît. Donc, un cycle de 6 conférences dans le cadre de Biothéma. La première, intitulée Conduite économique des génistes, pour un premier vélage précoce. Donc, des travaux issus de la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou. Juste rappeler ce que c'est que cet outil. Donc, un outil de recherche appliquée qui concrètement, on travaille sur 145 hectares, c'est le système de production, un système 100% autonome, naisseur-engraisseur, conduit avec un troupeau de vaches allaitantes, c'est un troupeau de race limousine. L'objectif étant à Torigny de mettre en place des leviers techniques, de les approfondir autour de la maximisation de la performance par hectare. On considère que notre outil de production de base, en fait, c'est la surface. Et le bovin n'est qu'un intermédiaire, noble, certes, mais pour valoriser la ressource qu'on peut avoir dans notre milieu. Un milieu assez contraint qui, du coup, nécessite de travailler sur des leviers d'adaptation qu'on va vous présenter à travers des conférences pendant ce sommet de l'État. Alors, avant de parler des travaux conduits à Torigny sur l'élevage des génisses, un petit rappel de ce qui se passe au niveau national, un constat. Le premier constat, c'est le graphe que vous avez à droite, publié par Philippe Dimond de l'Institut de l'élevage en 2020, qui représente la répartition de l'âge au premier vélage des génisses sur le territoire français. Et on voit qu'en moyenne, les génisses sur le territoire français vèlent à 36 mois, voilà, donc 3 ans, avec une répartition seulement 14% des troupeaux qui vont avoir un âge au premier vélage inférieur à 32 mois, et une grosse majorité des troupeaux qui a un âge au premier vélage supérieur à 36 mois. Donc ça, c'est un premier élément de constat. Sachant que nous, l'objectif là de ce qu'on va vous présenter, c'est de vous parler de vélage précoce. Le deuxième levier, c'est de citer quand même comment on fait pour réduire l'âge au premier vélage. Certes, on peut mettre en place des choses techniques, alimentation, conduite, tout ça, mais la base, elle se situe surtout sur la saisonnalité des vélages. On a essayé de représenter ça de façon cyclique. En fait, en gros, en France, on a 4 périodes de vélage, des vélages dits d'automne, d'hiver, de printemps et d'été. Et le vélage groupé est un bon levier, en fait, pour derrière avoir des lots de génisses homogènes et pour avoir une stratégie d'âge au premier vélage. En l'occurrence, quand on a des vélages d'automne, septembre-octobre, et qu'on veut des vélages d'automne toute l'année, on peut faire véler nos génisses à 2 ans ou à 3 ans, parce on est sur des cycles de 1 an. Quand on a 2 périodes de vélage, l'automne et le printemps, on peut décaler le génie, ce qui permet de réduire l'âge au premier vélage de ces dernières et du coup d'avoir des âges au premier vélage de 30 mois. Donc ça, voilà, c'est une base d'organisation. Autre point issu de travaux de recherche antérieurs qui avaient été synthétisés par Jean-Paul Coutard en 2007, mais c'est aussi des travaux en fait faits à l'INRA, INRAE maintenant, sur physiologiquement une génisse à quel âge elle peut véler. En fait, les champs du possible sont assez larges, 24, 30 mois, 36 mois, et c'est référencé, en fait, piloté par rapport à l'âge des animaux. Et en fait, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur le sujet, ils retournent toujours à ces critères. En fait, une génisse, quand elle atteint 70% de son poids adulte à la reproduction, on peut la mettre à la repos pour un premier vélage à 30 mois. Quand elle est supérieure à 60%, on peut la mettre à la repos pour un vélage à 24 mois, ainsi de suite. Donc ça, c'est des tableaux qui sont vieux, mais qui sont toujours d'actualité. Alors, quand on replace ça dans le contexte de Torigny. Donc, sur le contexte de Torigny, donc on a un troupeau qui est conduit en 2 périodes de vélage. Donc, une première période sur l'automne, sur septembre-octobre, suivie d'une animaux se fait en hiver, donc du 15 novembre au 15 janvier, donc là, sur 2 mois stricts. Donc, le premier mois, vu que c'est une conduite en bâtiment, on peut plus facilement faire de l'insémination animale, donc pendant un mois, et ensuite la monte naturelle sur le mois suivant, avec un taureau dit de rattrapage. Ensuite, donc, on procède
au constat de gestation, 50 jours après la fin de la période de reproduction. Et enfin, du coup, on a donc des vélages sur septembre-octobre, avec un sevrage qui se fait assez tardivement, à la mi-juin, juste avant la sécheresse. Pour le lot de printemps, donc on est sur une période de vélage sur mars-avril, donc avec une période de reproduction qui cette fois-ci se fait en plein air, donc uniquement avec de la naturelle, et des constatations de gestation qui se font en fin d'été, avec un sevrage qui se fait juste avant la période hivernale, fin novembre, début décembre. Voilà. Et donc cette conduite en double période, elle présente quand même beaucoup d'intérêt d'un point de vue de la disponibilité en ressources fourragères. Donc l'objectif, voilà, c'est d'avoir une adéquation entre les besoins des animaux et la disponibilité de ces fourrages. L'autre intérêt aussi, comme l'a précisé Julien, c'est la capacité qu'on va avoir à réduire l'âge au premier vélage en pouvant, par exemple, voilà, les génisses qui sont nés en automne vont véler pour un premier vélage à 30 mois au printemps. L'autre intérêt de cette gestion en lot, en groupage de vélage, ça va être la gestion en lot. On va avoir des animaux qui vont être homogènes et de ce fait, on va faciliter le travail et aussi leur alimentation. On va pouvoir avoir des animaux à faible besoin et d'autres à plus fort besoin, et donc on va pouvoir effectuer une meilleure allocation des ressources suivant leur qualité et leur disponibilité. Donc un premier vélage à 30 mois, ça c'est une conduite qui a été travaillée à Torigny pendant 20 ans. Et un des travaux de recherche qui ont été conduits sur le sujet, c'est la notion de croissance compensatrice. Donc qu'est-ce que c'est que la croissance compensatrice? C'est le fait en fait de ne pas exprimer le potentiel des animaux sur une alimentaire à fort besoin en fait, ou qui coûte cher, type la période hivernale, et derrière mobiliser en fait un phénomène de compensation qui permet sur une phase plus avantageuse, le printemps, aux animaux de compenser. Donc c'est ce que vous voyez là sur le graphe. Vous avez en ordonnée la croissance au pâturage et en abscisse la croissance en hiver. Donc en abscisse la croissance qui coûte, parce qu'on fait avec des ressources stockées, et la croissance en ordonnée au pâturage, donc qui coûte moins. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que quelle que soit la catégorie animale, donc c'est des effets qu'on a répétés pendant 3 ans sur 2 catégories animales, des génisses nés à l'automne et au printemps, et plus on a une croissance hivernale qui est élevée, donc plus on va vers la droite, plus du coup, donc ça marche par points, plus la croissance au pâturage est faible. Inversement, si nous avons une croissance hivernale de l'ordre de 400-500 grammes par jour, on a une compensation qui se fait au pâturage, donc du coup on fait de la croissance à moins cher. Donc en gros, autour du vélage à 30 mois, c'est le levier technique pour réduire le coût de production à l'échelle de l'élevage en optimisant la croissance au pâturage. Au regard de ça, du coup, on a décrit des itinéraires techniques que Pierre va vous présenter. Et donc ici, on vous présente l'itinéraire technique d'une génisse limousine pour un premier vélage à 30 mois à l'automne, avec un poids de 675 kg, donc 70% du poids à l'âge adulte au moment de la période de reproduction. Donc si elle est belle à l'automne, elle naît au printemps. Donc sur la phase naissance-sevrage, on a ici la courbe de poids, l'évolution de la prise de poids des génisses, et donc sur la phase naissance-vélage. Donc ce qu'on voit, c'est que sur la phase naissance-sevrage, on a une croissance de 1000 grammes par jour. Donc s'ensuit ensuite le sevrage qui se fait avant l'hiver. Et donc ici, on est sur une phase hivernale où on a une croissance nécessaire de peu près 600 grammes par jour, suivi ensuite de la période de mise au pâturage le printemps suivant à 750 grammes par jour, et ensuite jusqu'à l'hiver prochain, où la période en bâtiment va permettre de mettre en place la période de reproduction, avec un poids type de 475 kg, pardon, je suis tombé, en période de reproduction. Voilà. Donc on voit finalement qu'ici, on est sur des croissances qui sont raisonnables en termes d'objectifs pour réussir cette première mise à la reproduction avant terme. Alors tout ça, c'était un peu des rappels théoriques. C'est la théorie. Et dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ce qu'on vous propose, c'est la synthèse de 444 génisses qui sont nés, qui ont été élevés à Torigny, qui ont été mis à l'emploi à Torigny pour un premier village à 30 mois. Donc qu'est-ce qu'on observe dans la population? En fait, on a un indicateur important, c'est le taux de gestation. En fait, on a beau faire ce qu'on veut sur la conduite, le verdict, ça va être le tôt de gestation. Est-ce que la génisse prend à la repos, l'IA ou la montée naturelle, ou est-ce qu'elle ne prend pas? Et en moyenne, sur notre population, les génisses prennent à 85,6%. Donc ça marche très très bien. L'idée ensuite de l'exposer, ça va être de comprendre pourquoi ça marche et à quel moment ça ne marche pas, voire à quel moment ça ne marche pas. Alors, un petit rappel quand même de notre population, en fait, effectivement, ça marche à 86%. Qu'est-ce qu'il faut retenir? On sèvre quand même des génisses à 300 kg.
donc c'est des génisses qui ont un certain poids, qui atteignent 486 kg à la mise à la reproduction à 21 mois, pour un premier vélage à 30 mois. Et donc, du coup, un GMQ naissance-reproduction de 735 grammes par jour. Premier élément de réponse, en fait, on a regardé ce taux de gestation en fonction des années. Depuis 2000, enfin, on est suffisamment d'effectifs, en fait. Et qu'est-ce qu'on observe? On a quelques variations, hein. On a une année où on est légèrement sous les 80%, et on a une autre année où on est à 100%, mais globalement, d'un point de vue statistique, on n'a pas d'effet année. C'est-à-dire que ce 86% de taux de réussite en taux de gestation, on l'a quasiment tous les ans. Alors ça s'explique par une chose, c'est ce que Pierre vous a dit tout à l'heure, en fait, c'est que la repro, elle est cadrée. Il y a une date d'entrée du taureau et une date de sortie du taureau. Donc par définition, en fait, tous les animaux qui sont présents, en fait, se retrouvent saillies au bon moment. Et c'est aussi, avec cette conduite, on a une sélection sur la fertilité, ce qui fait que globalement, on a des bons résultats. Donc sur ce taux de gestation, on va regarder de plus près notre population de génisses. Donc on va distinguer donc, les génisses qui sont nés au printemps, en vert, et les génisses nés à l'automne. Donc premier élément, on voit qu'on a un effet saison. Donc le taux de gestation est plus important pour les génisses qui vont être nés à l'automne, et ça on peut l'expliquer de deux manières. Donc si on regarde les poids différents H-types de la génisse, on voit que dans un premier temps, le poids au sevrage va être plus important pour les génisses nées à l'automne, parce que le sevrage il se fait aussi plus tardivement, et globalement on a des meilleures croissances pour les génisses nées à l'automne. Tu fais de l'alimentation hivernale avec un peu de concentré et de la compensation qui se fait ensuite au pâturage au printemps. Autre élément, en fait, sur les génisses qui vont être mis au printemps, la période de reproduction va se faire pendant l'hiver et donc on aura un premier mois qui va se faire avec de l'insémination artificielle et on sait bien que les taux de gestation sont souvent plus faibles avec de l'IA qu'avec de l'amour naturel qu'avec un taureau. Ensuite, ce qu'on a regardé, c'est l'effet de ces saisons de naissance. Vous avez sur ce graphique en radar la représentation de 4 populations. En clair, c'est les génisses vides à l'issue de la période de reproduction. Et en bleu et gris, les génisses pleines à l'issue de la reproduction. Qu'est-ce qu'on voit sur ce diagramme? En fait, c'est que jusqu'à 210 jours, on n'a pas de différence entre nos populations. Par contre, après, en fait, les génisses qui réussissent à la reproduction, ce sont celles qui ont les meilleurs GMQ et les meilleurs poids. Donc, on a un effet poids marqué qui est seulement à partir du sevrage. Pas de différenciation au sevrage, mais une différenciation qui se fait après. Et donc ensuite, si on regarde de plus près cet effet poids au sevrage, donc ici on a fait différentes classes de génisses suivant leur poids au sevrage. Donc on a une classe inférieure avec un poids moyen de 246 kg pour les génisses, une classe intermédiaire où on est à 303 kg au sevrage, et une classe dite supérieure où on va être à 362 kg au sevrage. Et donc ce dont on s'aperçoit, c'est que les taux de gestation, ils vont être corrélés au poids de la génisse au sevrage. En fait, plus on va avoir un poids important au sevrage, plus le poids à la mise à la reproduction va être important et plus le taux de gestation va aussi être important. Alors après, toute proportion gardée, on voit quand même que les taux de gestation qui sont tenus ici, même pour les classes inférieures ou à la période, au moment de la reproduction, on est sur un poids qui est un peu inférieur à l'objectif qu'on se fixe, on arrive quand même à atteindre près de 80% de taux de gestation. Donc voilà, on voit que le poids, c'est un indicateur important. Cependant, il faut aussi relativiser en valeur absolue. Et effectivement, du coup, là, c'est ce graphe montre. On s'est positionné dans le cas des génisses qui avaient un poids à la reproduction élevé. Là, poids à la reproduction moyen et là, poids à la reproduction faible. Et on a regardé, en fait, les taux de gestation en fonction de ces 3 catégories. Qu'est-ce qu'on observe? Certes, quand les génisses sont lourdes, on a 94% de réussite. Et quand elles sont moins lourdes, en fait, on est à 71% de réussite. Ce qu'on voit aussi, c'est que la différence entre les vides et les pleines, à chaque fois, elle reste modeste. Et qu'il n'y a sûrement pas que le poids qui explique ça au regard de ces résultats, parce que les résultats, ils sont toujours bons, et qu'il y a sûrement d'autres facteurs, qu'on va voir après, qui expliquent ces différences, en fait, d'impact sur les taux de gestation. Donc le poids, certes, c'est un facteur qui explique, mais il est à relativiser en termes de pilotage, parce que les résultats, ils sont toujours bons. Donc on allait voir un peu plus loin du côté de l'effet de l'ascendance paternelle. Donc en fait, suivant le taureau utilisé pour donner la génisse. Donc ici, on peut retrouver différents taureaux qui ont été utilisés comme père à génisse. Et on voit qu'on a un taux de gestation qui va varier suivant le taureau utilisé. Donc ça, c'est un premier élément important. L'autre élément, c'est qu'on a regardé l'effet de l'ascendance paternelle sur le poids à H-type. Alors certes, sur le poids à 210 jours, on voit qu'il y a
il y a des différences, mais tout est non significatif. Et justement, on voit que ce sont les taureaux qui ont le meilleur taux de gestation, enfin, les taureaux des génisses qui ont les meilleurs taux de gestation, par exemple Ondi et Alamo, qui ont les poids de sang dur les plus faibles. Donc on voit bien qu'il y a un effet génétique qui va être assez indépendant du poids sur les taux de gestation. Donc ça, c'était l'ascendance paternelle. Que dit l'ascendance maternelle? Et là, on a autre chose, en fait, toujours le taux de gestation en colonne sur la droite. Et là, vous avez les vaches classées selon leur parité. Les vaches qui sont en premier veau, en deuxième veau, en troisième veau, en quatrième veau, en cinquième veau, en sixième veau, qui produisent des génisses qui ont ces taux de gestation. Qu'est-ce qu'on voit? Plus la vache elle est âgée, plus le taux de ses filles est important. Bon, après, ça, c'est assez logique. En fait, c'est la fertilité, en fait, on la sélectionne. Et par définition, les vaches qui restent dans le troupeau, ce sont les vaches les plus fertiles et qui produisent, elles aussi, des génisses qui sont fertiles. En conclusion, on voit que voilà, mettre en place un premier vélage à 30 mois, c'est quelque chose qui est assez accessible. Ça suppose d'avoir des croissances qui sont assez modérées, où on met en place des phénomènes comme la croissance frontière, ça permet de gérer les animaux improductifs, de gagner en performance à ce niveau-là. Et pour autant, justement, on s'est interrogé sur s'il est possible de réduire encore davantage cet âge au premier vélage, notamment pour encore essayer d'aller plus loin sur cette gestion des IGB improductifs. On sait que voilà, les ruminants dégagent du méthane. Est-ce qu'on peut aussi réussir à décarboner cette activité d'élevage? Et donc, pour cela, on a voulu mettre en place un croisement raisonné, notamment à travers l'utilisation d'un taureau angus sur ces génisses limousines, pour aussi sécuriser le premier âge, notamment avec des veaux plus petits, et également à l'échelle du système, avoir des animaux croisés, donc des animaux qui vont être plus précoces et plus faciles à engraisser. Donc ce taureau, on l'a utilisé uniquement sur des génisses issus de multipares. Voilà, il est uniquement utilisé sur des génisses issus de multipares, et toutes les génisses sont mises à la reproduction. Donc voilà, l'objectif en plage à 24 mois, c'est d'avoir des croissances supérieures à 700 grammes par jour et 100% naturelles. Voilà, dans ce scénario-là, on fait uniquement de naturel pour les mises à la reproduction à 15 mois. Donc après le vélage à 30 mois, maintenant les résultats sur le vélage à 2 ans. Juste rappeler les conséquences de ce vélage à 2 ans sur l'organisation du troupeau. C'est un schéma de fonctionnement du troupeau. Donc là, vous avez les vaches qui sont mises à la reproduction avec un taureau de race limousine qui produisent des mâles et des femelles. Ces femelles issues de ces vaches, du coup, sont élevées et deviennent des génisses. Ces génisses, on les met à la reproduction avec un taureau de race Angus. Et le produit de ces animaux, c'est des mâles et des femelles, bien sûr, croisés, qui a une destination de viande, qui ne retourne pas dans le cycle de reproduction. Donc tous les résultats qu'on va vous présenter sur le vélage à 2 ans, ce sont des génisses certes mises à la reproduction à 15 mois, mais issues de vaches multipares, qui ne sont jamais issues du primipare, parce que les filles des génisses sont croisées et ne retournent pas dans le cycle de reproduction du troupeau. Alors par rapport à ça, on va deux itinéraires à vous proposer, les génisses nées au printemps et ensuite celles nées à l'automne. Donc pour les génisses nées au printemps, donc ici on a, comme tout à l'heure, on a l'itinéraire technique pour ces génisses qui sont nées au printemps avec un premier vélage à 24 mois. Donc on a la courbe de poids et la courbe de croissance de ces génisses. Donc on voit que sur la phase naissance-sevrage, on a du pâturage, on n'a pas non plus de complémentation au pâturage, avec une croissance de 1040 grammes par jour, un sevrage qui se fait à 290 kg, et ensuite une phase hivernale où où les génisses sont alimentés avec des fourrages produits sur la ferme et complétés avec un petit peu de mélange fermier. Donc ensuite, au printemps suivant, les génisses sont mis à l'herbe, et vient la reproduction, donc à 15 mois, qui se fait dehors donc du 15 mai au 15 juillet, donc pour un poids de 413 kg en début de reproduction et de 454 kg en fin de reproduction. Et donc ensuite du pâturage et du coup un village qui fait suite à une période en bâtiment avec une ration similaire à ce qu'elles ont eu en post-sevrage. Dans le cas des génisses nées à l'automne, donc septembre-octobre, cette fois-ci, c'est des animaux qui ont une première phase en bâtiment sous leur mère, donc qui bénéficient du lait de la mère et puis d'un petit mélange fermier à base de triticale pois plus févrole. Arrive la mise à l'herbe, et là on stoppe toute complémentation, donc c'est plein pâturage, jusqu'à un sevrage, du coup, vers début juin à 328 kg. Après ce sevrage, du coup, arrive la période estivale. Donc à Torigny, qui dit période estivale, dit absence de fourrage naturel, les prairies ne poussent plus, parce que le milieu il est très contraint. Du coup, ces animaux-là, il y a quand même un enjeu de maintenir des croissances à plus de 650 grammes par jour, idéalement 700 grammes par jour.
Donc certes, on a une base de pâturage, mais qui ne suffit pas, parce que la ressource n'est pas assez abondante. Donc on complémente avec de l'enrubanage de qualité, enrubanage de prairie, plus toujours 1 kg de céréales par animal et par jour. Arrive ensuite l'automne. Donc là, l'automne, donc c'est la période actuelle, on arrive à repasser. Et arrive ensuite la phase de la repro, donc qui commence plutôt à 14 mois pour ces animaux-là, parce que ça, voilà, on avance un peu, et du coup qui se fait à 427 kg en moyenne, jusqu'à une fin de repro à 467 kg. Et là, on est sur une ration assez soutenue, qui est la même, qui est une ration base vache allaitante, en fait, juste modérée sur les quantités de fourrage à donner aux animaux. Et après, on retourne à la mise à l'herbe le plus tôt possible, donc fin février, début mars, sur un plein pâturage, jusqu'à atteindre le vélage en septembre. Après. Donc, qu'en est-il des performances de reproduction de ces génisses? Et donc, en fait, là, sur ces premiers résultats, on a 82 génisses qui ont été mises à la reproduction en vue d'un premier vélage à 24 mois. Et donc, si on regarde les résultats en moyenne, donc, les génisses mises à la reproduction pèsent 43 kg, 43 kg à la naissance, 305 kg au sevrage, un poids mis à la reproduction de 419 kg pour un taux de gestation moyen de 68% à l'issue des 2 mois stricts de reproduction. Et on voit ici aussi qu'on a un effet de saisonnalité, donc les génisses de printemps vont avoir des meilleurs taux de gestation que les génisses d'automne, 66%, donc ça reste quand même des résultats qui sont quand même très satisfaisants au vu des moyens mis en œuvre pour y arriver. Autre élément, on voit qu'on a un effet poids certain. Donc maintenant, si on regarde le poids des génisses à la reproduction, enfin le poids des génisses gestantes à la reproduction, on voit qu'on est à 427 kg contre 401 pour les génisses qui ont été déclarées vides à l'issue du constat de gestation. On voit qu'on a voilà, un effet significatif du poids sur ces premiers résultats. Comme pour nos génisses à 30 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe? La génisse, donc, elle prend à 68%, donc, bon résultat. Qu'est-ce qui se passe au moment du premier vélage? On est sur des génisses qui ont 2 ans, avec du coup des inquiétudes sur les conditions de mise bas. Donc, on a notre population qui avait vélé à 2 ans, qu'on a comparé à notre population des 144 génisses qui avaient vélé à 30 mois sur la ferme à Torigny. Au niveau des conditions de naissance, donc issues des déclarations de naissance, déclaration code 1, 2, 3, 4, 5, on a exactement le même niveau de conditions de mise bas. Donc concrètement, tout se passe bien. Quelques vélages avec aide, avec assistance, c'est moins de 10%. C'est exactement les mêmes choses que quand ça vélait à 30 mois. Au niveau des poids de naissance des veaux, bah là, avec du vélage à 2 ans, on fait du 36,6 kg contre du 41 kg quand ça vélait à 30 mois. Là, attention, c'est sûrement pas un effet de l'âge, mais plus un effet du montage génétique. Là, on était sur du 100% limousin. Là, on met un taureau de race Angus pour sécuriser ce premier vélage. Donc, du coup, par définition, on a des animaux plus petits. Et au niveau de la mortalité, on reste sur des taux de mortalité relativement faibles par rapport à ce qu'on peut observer dans les populations globales, à savoir qu'en limousin, le taux de mortalité de la race primipare, multipare, génisse confondus, on est plutôt à 8%. Donc là, sur des génisses, on est autour de 5%, donc c'est plutôt satisfaisant. Donc des performances satisfaisantes qui s'expliquent avec l'accouplement raisonné. Qu'en est-il après ce premier vélage, en fait? Parce que voilà, cette génisse, certes, elle vèle, ça se passe bien, mais est-ce qu'elle est apte à retourner à la reproduction? C'est tout l'enjeu de la conduite en tant que primipare. Et bien à Torigny, en fait, il y a 50 génisses qui ont vélé 2 ans, qui sont devenues primipares et qui ont été remises à la reproduction, soit 93% des génisses qui vèlent à 2 ans. Donc il n'y a pas de problème sur un retour de cyclicité. Vous allez me dire, ouais, il n'y a pas de problème, vous les remettez à la repro, mais qu'est-ce que ça donne en taux de gestation? Et bien, en taux de gestation, en moyenne, sur ces primipares qui ont vélé à 2 ans, on est à 88%. Et ce 88%, il est très proche de ce qu'on a sur les multipares du troupeau à Torigny. Voilà, avec un petit effet toujours saison, des meilleures performances au printemps, 90%, contre 85% à l'automne. Donc, on a bien une compatibilité entre les performances de repro et l'âge au premier vélage à 2 ans, avec un troupeau de race limousine conduit en agriculture biologique. Donc maintenant, si on regarde un peu l'approche système et l'impact sur le système d'un premier vélage ici à 24 mois, eh bien finalement, à Torigny, chaque année, on va mettre à la reproduction 26 génisses. 26 génisses, donc parmi ces 26 génisses, on va en avoir 20 qui vont être mises à la reproduction à 15 mois, donc pour un objectif de vélage à 24 mois. Donc 20 génisses avec un taux de gestation en plus de 68%, ça donne 14 génisses de plaine. On a aussi du coup, les génisses, quand elles sont confirmées vides à l'issue de la période de reproduction, entre 15 et 17 mois, on leur redonne une chance à 30 mois, donc à la saison d'après, 6 mois après. Donc là, on se retrouve avec 6 génisses de 21 mois,
Sur les 6, il y en a 5 de pleines, avec un taux de gestation de 86% en village 30 mois. Et donc, voilà, au total, sur le 26 génisses, on en a 19 qui sont pleines. Les conséquences de ce changement de stratégie au premier village à Torigny comparé de conduite en village 30 mois, eh bien, c'est tout d'abord une économie de ressources, parce qu'on gagne du temps sur la phase d'élevage des génisses. Donc, on économise 20 tonnes de fourrage stocké, donc en particulier 12 tonnes d'herbe pâturée et 8 tonnes de fourrage conservé, ainsi qu'un peu de paille en litière pour la conduite en bâtiment. Cependant, la nature de la consommation ne va pas être la même. On va consommer légèrement plus de céréales à l'échelle d'une année pour ces génisses à 24 mois qu'on le ferait pour des génisses à 30 mois. Aussi, on va utiliser un peu plus d'enrubanage que de foin pour alimenter ces génisses, pour sécuriser vraiment l'alimentation. Donc, au global, d'un point de vue économique, on voit qu'on est à l'équilibre en fait entre une stratégie 30 mois et une stratégie 24 mois ramené par génie cellulaire, mais surtout à l'échelle du système, ça va être une économie en surface de près de 4 tonnes, de 4 et 5. Donc ça nous fait des surfaces libérées pour potentiellement produire des cultures ou bien conforter la robustesse du système d'un point de vue fourrager. D'un point de vue travail, c'est aussi une économie en nombre de lots, parce que ça nous fait 2 lots en moins à gérer, et aussi donc, voilà, donc, plus de souplesse derrière sur la conduite du système. D'un point de vue environnemental, eh ben, ce sont des économies en flux de carbone. Alors, on parle de méthane parce qu'on comprime la durée de vie improductive des génisses. Et aussi, on va passer un peu moins de temps en tracteur de mécanisation, des réductions des émissions liées à la gestion des effluents, donc du protoxyde d'azote. Et donc, tout ça, ça nous permet d'économiser à peu près 7,5 tonnes équivalent CO2, soit moins 2,5% des émissions du système taurine. Voilà. Alors, en conclusion, le premier village à 30 mois, c'est facile, c'est tout à fait facile à mettre en place. On peut le piloter avec les pesées pour se rassurer, clairement. Ça fait partie des éléments de conduite qui permettent de se rassurer, d'ajuster quelques détails. On a des effets génétiques qui sont évidents, d'accord? Et à ce titre-là, le premier levier de sélection, c'est pas tant regarder le niveau de fertilité de la mère du père, mais c'est sélectionner sur des vélages groupés. Et quand on maintient des vélages groupés, en fait, ben, on garde les souches fertiles et on élimine les souches qui ne sont pas fertiles. Il y a un facteur, bien sûr, qui est facilitant pour le premier vélage à 30 mois, voire même indispensable, c'est cette notion de double période de vélage. Les génisses nés à l'automne se retrouvent à la repos au printemps et les génisses nés au printemps se retrouvent à la reproduction à l'automne. Ça permet d'avoir des croissances modérées en hiver, hein, je vois sur le phénomène de croissance compensatrice, et ça permet aussi de mettre le pâturage au centre du système, en fait, parce qu'avec ce phénomène de croissance compensatrice, on fait des économies en hiver, mais qu'on compense derrière sur une phase de plein pâturage. Enfin, le vélage à 2 ans, ça semble une perspective intéressante, même en agriculture biologique. On met quand même un point de sécurité, c'est sécuriser ce premier vélage par un accouplement, alors qu'on va qualifier de raisonné. Nous, on a fait le choix de la Rassemgus, ça répond à d'autres enjeux de recherche. Aujourd'hui, on peut trouver des taureaux limousins avec de très bonnes faciलिtés de naissance, donc qui permet de travailler en race pure, mais il y a une grande vigilance à donner à cette modalité d'accouplement. Et ce qui est intéressant, c'est au regard de ce qu'on a testé à Torigny, c'est de garder en fait des conduites économes. Vous avez vu, dans ce qu'on vous a présenté, on met les génisses à la reproduction à 15 mois, mais elles ne sont pas suralimentées avant. On est sur des croissances de 650 grammes par jour, du coup, sur la phase de reproduction, donc des choses très très simples. Voilà, on vous remercie pour votre attention et on a quelques minutes d'échange pour répondre à vos questions. Pas beaucoup d'éleveurs dans la salle. Des fois, c'est vrai que sur cette question-là, c'est les éleveurs, les éleveuses qui posent plein de questions. Oui. Merci pour la présentation. Je me demandais si, après avoir fait évoluer vos pratiques, vous aviez un futur proche envie de tester une nouvelle méthode ou si vous voulez approfondir c'est celle que vous venez de nous présenter. L'enjeu, c'est de ramener encore plus de fiabilité à ce village à 2 ans. Moins de 2 ans, c'est pas possible. Voilà, si on veut toujours maintenir une village groupée, on va pas faire les 10 à 9 mois, c'est pas possible.
Donc le 2 ans semble être la bonne solution. Après, il faut y amener de la robustesse, c'est-à-dire qu'on a encore certes 68% de réussite à la repro, donc ça c'est bien en moyenne. Vu qu'on est en double période, on peut en repêcher certaines. Mais ça cache de la variabilité. Voilà. Alors ça ne fait pas partie des résultats qu'on vous a présentés là, mais sur les dernières années, on a eu de la variabilité. Des coups, on fait du 80%, 90%, et des coups après, on fait du 40%. On commence à comprendre cette variabilité. Voilà. Mais donc c'est plus arriver à ramener de la robustesse en fait et à maintenir ce taux de gestation supérieur à 70%. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on observe par rapport à ça? C'est après sevrage, il ne faut surtout pas que les animaux ils décrochent. Parce qu'après, c'est très très cher à remonter et on a quand même des objectifs de poids à avoir. Ce 400 kg semble être un minimum pour la reproduction. Et puis il y a un petit truc plus pratique, c'est quand on travaille avec un taureau sur les génies, 400 kg à la reproduction, il ne faut pas que le taureau il soit trop gros. Voilà. Concrètement, c'est ce qui s'est passé là, pendant 2 ans. Le taureau était trop gros et les génies s'est passé au moment de la selle. Donc on a beau avoir tout bon sur le papier, à un moment, si la base n'est pas possible, ça ne marche pas. Voilà, ça pénalise les résultats alors qu'il y avait tout pour que ça se fasse. Là, il y a un enjeu en fait de ne pas travailler avec des taureaux trop gros, des taureaux adultes. Voilà, ça interroge un taureau qui fait plus de 900 kg sur des génies de 400 kg. Bah, c'est trop aléatoire, trop aléatoire. Euh, Merci, ça me plaît de savoir toujours très riche. Moi, c'était sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre permise par l'avancée de l'âge au premier village. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce levier-là. Je suis assez surpris par l'ordre de grandeur là, de 3%. Euh, voilà. Et puis, dans les flux, je me demandais un peu si vous aviez pris en compte aussi le thème de matière sèche de céréales nécessaire en plus du coup. Oui, du coup, pardon, et juste en premier, sur une année, enfin, là, c'est des combien de flux, elles sont à l'échelle de l'animal, à l'échelle du cheptel. Et ben là, du coup, on est sur des résultats qui sont à l'échelle du système. Donc, on compare notre système vélage 30 mois, qui était déjà, où on avait déjà quand même fait beaucoup la chasse aux IGB improductifs. Donc, c'est pour ça aussi que l'impact sur la réduction GES, elle est assez faible. Déjà, de passer en village 30 mois, comparé à un système en village 36 mois, où on réduit quand même beaucoup les émissions du système. Et, Et non, juste pour être très concret là-dessus, donc là, c'est une réduction de 26 animaux sur 250 à l'échelle du troupeau. Tous les 3%. Mais qui ne pourrait pas être généralisé à tout le troupeau, puisqu'on n'est pas au renouvellement. Eh bien si, mais en fait, ça ne représente que 26 animaux sur 250 à l'échelle d'un système naisseur-engraisseur avec 80 ménages. Ouais. C'est pas tant que ça. Et c'est ce que dit Pierre, en fait, le gros du boulot, il a déjà été fait avec le 30 mois. Donc on compare d'une situation bonne, voilà, donc il n'y a que 3% encore à aller chercher. On serait en village 3 ans avec des IBV de 400 jours, ah bah là, on irait sûrement charger plus de 10%, quoi. Voilà. Voilà, notre situation de départ, elle n'est pas mauvaise. C'est aussi une logique d'ensemble. Surtout, là, ce qu'il faut retenir, c'est l'économie en surface permise par le gain de 6 mois de nourriture en fait, pour les alimenter. C'est ça, surtout, l'impact système qui va impacter, qui va impacter le troupeau. Et une question un peu plus globale, quel accueil a ce genre de résultat auprès d'éleveurs en bio? Voilà, pour savoir un peu comment c'est accueilli. Et je me posais un peu la question sur des cheptels, trop naïve, hein, sur des cheptels laitiers. Voilà. L'accueil des éleveurs, il y a beaucoup de peur. Concrètement, peur que le village se passe mal, peur d'avoir des conséquences sur le gabarit des vaches derrière. Donc on a des éléments clairs pour rassurer à ce niveau-là. Voilà. Mais il y a le poids de l'histoire, hein, c'est la première diapo. Âge au premier village moyen en 6 mois. 50% des jeunes belles à plus de 36 mois en France. Voilà. Ouais, cet effet gabarit qui les marque. Parce que mettre des jeans à la repos à 4 kg, visuellement pour un éleveur ça peut brusquer, alors qu'il y a tout pour. Après, sur les troupeaux laitiers, c'est beaucoup plus simple en troupeau laitier parce que c'est sectionnement plus précoce en troupeau laitier. Donc c'est plus simple. Nous, on a quand même des races allaitantes tardives. Voilà. Là, on s'intéresse de plus en plus à l'angus parce qu'on utilise en croissement. On se rend compte qu'en
en troupeau souche angus, enfin, toutes les génisses vers la 2 ans. Ça fait un peu partie des particularités qu'on a pour nos races françaises, à aller chercher du gabarit, du potentiel de croissance, et du coup, on n'a pas de précocité, tant en gras que sexuel, malheureusement. Voilà. Pour ceux qui veulent après, donc, on vous propose une conférence sur la conduite des vaches en vélage d'automne.